Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence de ce soir qui est donnée par des infirmières d'accès spécial. Qu'est-ce que ça veut dire, accès spécial? SP pour sclérose en plaques, E pour éducation, C pour communication, I pour information, A pour accessibilité et le L pour en ligne. La suivante. Notre objectif, c'est de vous rejoindre virtuellement afin de mieux vous faire connaître et comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Les 4 infirmières de ce soir, c'est Judith Brouillette, Nathalie Caron, Isabelle Jalbert et moi-même, Josée Poirier. Suivante. C'est important que vous sachiez que la plateforme utilisée, elle est publique. Par souci de confidentialité, si vous désirez discuter de votre situation personnelle, nous vous recommandons de vous référer à votre infirmière de clinique spécialisée, à votre neurologue traitant ou encore à votre programme de soutien si vous en avez un. Les infirmières d'accès SP doivent respecter les règles de l'Ordre des infirmières du Québec et la loi sur les aliments et drogues. Pour cette raison, pour ce qui est des médicaments, les classes seront nommées plutôt que le nom des médicaments spécifiques. De plus, si vous présentez des effets secondaires ou des soucis en ce qui concerne la médication que vous prenez actuellement, il est recommandé de vous référer à votre équipe traitante ou au programme de soutien téléphonique correspondant à votre traitement. Ce soir, le titre de la conférence est « Trio de symptômes récurrents en sclérose en plaques ». La première partie, ça va être Isabelle Jalbert qui va la présenter. Elle va vous faire une belle conférence sur tous les troubles urinaires. Elle va surtout aussi vous donner des trucs pour essayer de régler ce problème-là. Sans plus tarder, je cède la parole à Isabelle. Et je voulais vous dire aussi que les 2 autres sujets, ça va être les troubles du sommeil avec Nathalie Caron et les douleurs neuropathiques avec Judith Brouillette. Fait que je te cède la parole, Isabelle. Parfait. Merci beaucoup, Josée. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. J'ai 2 nouvelles, une moins bonne puis une bonne. La moins bonne, c'est que j'ai la grippe, donc je vais peut-être avoir un petit peu de difficulté à parler, mais je pense que je devrais m'en sortir. Puis merci déjà de votre indulgence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en virtuel, donc il n'y a pas de possibilité que je contamine qui que ce soit ce soir. Donc, allons-y avec les troubles urinaires. En fait, Isabelle, juste avant, je suis désolée de t'interrompre. J'ai complètement oublié de dire à toutes les personnes qui participent, désolée. Si vous avez des questions, entre chaque sujet, vous allez avoir possibilité de poser des questions. Mais si ça vous brûle les doigts, il y a toujours la boîte de clavardage et on pourra répondre à vos questions pendant chaque sujet. Merci. Parfait. Donc, concernant les troubles urinaires, c'est un symptôme qui est vraiment très fréquent là, avec la SP. Je dis toujours à mes patients, là, vous n'êtes vraiment pas le seul là, à vivre ça. Donc, on voit ici qu'il y a 50 à 90% des personnes qui vont rencontrer une difficulté d'ordre urinaire là, au courant de sa vie avec la SP. Le 3/4 des problèmes sont reliés plutôt à de l'incontinence urinaire. Puis, on voit que 10 à 15%, là, c'est plutôt de la difficulté à uriner. Donc, les problèmes sont quand même variés. Suivante. OK. Bon, comment ça fonctionne le système urinaire? Là? Ici, on a la vessie en bas. Je ne sais pas, Marie-Pierre, si tu peux m'aider avec le pointeur. Ouais, on a la vessie là, en bas à gauche qui ressemble à une balloune. Oui, c'est ça, exactement. Puis, on a le cerveau en haut, puis les 2 communiquent ensemble par message. Puis, les messages vont passer par la moelle épinière. Donc, juste ici en bas, là, à la dernière partie de la moelle, on a le centre du réflexe de la miction au niveau du conus. Donc, la vessie, si on retourne à la vessie, elle est comme une balloune, OK? Puis les parois sont souples. Donc, elle peut se remplir et reprendre sa forme. Puis lorsque la vessie est pleine, ben, elle est suffisamment tendue pour stimuler les nerfs de ces parois. Puis ces nerfs-là vont envoyer un signal au centre réflexe de la miction, qu'on a vu tantôt. Puis à son tour, le centre réflexe va envoyer un signal au cerveau. Donc, c'est comme ça que la vessie a dit au cerveau, ben j'ai envie, là, c'est le temps de se rendre à la toilette. C'est comme ça que le signal passe.
Puis là, ben, à ce moment-là, quand le message arrive au cerveau, la personne elle ressent le besoin d'uriner. Puis inversement, quand c'est le temps d'aller uriner, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau transmet un signal au centre réflexe de la miction, puis celui-là envoie le signal au sphincter. Le sphincter, c'est en bas de la petite balloune, là, au niveau de la partie inférieure de la vessie exactement. Le sphincter, c'est comme un petit robinet. Puis lui, il s'occupe de l'écoulement de l'urine. Donc, pour qu'il s'ouvre puis qu'il se referme, ben, c'est le message qui passe là, du cerveau au centre de réflexe, la miction. Là, mais comme vous le savez, avec la SP, il peut y avoir des plaques qui se forment à des endroits qui vont bloquer là, le passage des messages. Donc, il existe 3 types de problèmes urinaires avec la sclérose en plaques. Premièrement, la vessie hyperactive. En fait, si on reprend notre exemple de ballon, c'est que l'urine arrive normalement dans la vessie, puis la vessie, comme une ballonne, devrait se distendre un peu pour stocker l'urine. Mais les parois, ils veulent comme tout de suite reprendre leur forme. Donc, quand la vessie se dilate, elle veut se recontracter tout de suite. Puis c'est ça qui fait que on appelle ça une vessie hyperactive, puis c'est là qu'on a moins de retenue, qu'on peut avoir des pertes d'urine. Puis au contraire, la vessie, en numéro 2, là, on dit vessie hypoactive, bien, la vessie, elle peut devenir flasque. C'est-à-dire qu'elle peut se remplir d'urine, mais comme la communication avec le centre du réflexe d'admission est bloquée, bien, elle ne reçoit pas l'ordre de se vider. Fait qu'elle devient trop remplie, elle se gonfle, ce qui fait que pour uriner, on doit forcer. On a comme l'impression que notre vessie, elle ne se vide pas complètement aussi, puis on peut présenter des fuites d'urine. C'est comme si les parois de la vessie n'aident pas la vessie à envoyer l'urine vers le robinet. Prochaine. Un autre problème qu'on peut rencontrer, c'est l'incoordination vésico-sphinctérienne. C'est que le sphincter dans le bas, là, le robinet, il reste fermé, tandis que la vessie, elle se contracte. Donc, ça ne marche pas. Hein? On le sait, si la vessie elle se contracte, ben, il faudrait que le robinet s'ouvre, mais le robinet ne s'ouvre pas. Fait que ça peut provoquer une urgence d'uriner, suivie d'une difficulté à évacuer l'urine. Puis sinon, ça peut être le contraire, ça peut être que le robinet s'ouvre, mais que les parois de la vessie restent détendues. Puis ça, ben, ça peut causer une fuite d'urine. Prochaine. Ben, c'est sûr que c'est important de parler des impacts, là, parce que les problèmes urinaires entraînent là, quand même des impacts dans différentes sphères là, de notre vie. Si on parle, par exemple, là, rapidement, mais c'est quand même important là, de le mentionner parce que quand on est aux prises avec des problèmes d'ordre urinaire, ben, ça impacte là, beaucoup de choses, dont le sommeil, hein, si on doit se lever plusieurs fois pour uriner la nuit, ou si on veut pratiquer des activités physiques. Ben, on doit s'interrompre des fois pour aller à la toilette. Au niveau psychologique aussi, on peut avoir de la peine ou des peurs par des odeurs d'urine ou par de plus contrôler sa vessie. Au niveau de la vie sociale aussi, il y en a qui vont limiter leur sortie ou, par exemple, s'il y a une toilette disponible, ils vont y aller, mais ils vont la spotter, puis ils vont organiser leurs activités en fonction de ça. Puis sur l'intimité aussi, c'est certain que dans l'intimité, on peut s'inquiéter des fois d'avoir des fuites d'urine ou comment l'autre va percevoir cet aspect-là. Donc, prochaine. La première étape dans le traitement, c'est de déterminer de quel trouble vésical il s'agit. Bon, c'est sûr que là, ça prend un médecin, mais chose certaine, dans tous les cas, ce qu'on peut faire, c'est de compléter un calendrier mictionnel. Puis ça, vous pouvez en trouver sur Internet. Vous pouvez en choisir un à votre goût. Ce qui est important, là, comme on voit ici, c'est de calculer, puis on peut le faire, là, ils disent de 3 à 7 jours pour avoir un bon portrait. Qu'est-ce qu'on ingère comme liquide? La quantité et quel type de liquide c'est, puis combien il sort de liquide. Donc ça, il faut mesurer nos urines là, à toutes les fois qu'on va à la toilette. Puis on voit aussi qu'il y a
un endroit pour signifier si on a eu une fuite urinaire ou pas, si on a dû changer de protection. Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant à compléter pour voir un peu comment ça se produit chez nous, parce que aussi chaque personne est unique. Puis, quand on voit le type de boisson, aussi, tantôt, on va voir qu'il y en a certaines qui peuvent avoir de l'impact sur notre fonction urinaire. Prochaine. Ensuite, la question la plus importante à laquelle il faut répondre, c'est, ben, après avoir tenté de vider ma vessie, est-ce qu'il reste encore de l'urine dedans? Est-ce que je la vide complètement, ma vessie, ou pas? Bon, ça, pour ça, ça peut être utile dans certains cas, ça c'est le médecin qui va le recommander, de mesurer le résidu post-mictionnel. Le résidu post-mictionnel, comment ça se fait? Ben, en fait, on urine. Ensuite, on va aller voir au niveau de la vessie, il en reste de l'urine dedans. On peut le faire de deux façons. La façon la plus simple, c'est le bladder scan. C'est une échographie. On fait juste mettre la petite sonde sur le bas de l'abdomen après avoir uriné. On fait ça en clinique ou au CLSC. Puis, on peut savoir la quantité exacte d'urine qui demeure dans la vessie. Ça, c'est parfait, sauf que c'est un appareil qui coûte vraiment super cher. Puis, c'est pas très accessible dans tous les milieux. Donc, il y a toujours le bon cathétérisme là, qui est en fait la technique qu'une infirmière va insérer un cathéter là, qui est un petit tube dans l'urètre, puis ça va permettre à l'urine restante de sortir, puis on va pouvoir calculer le volume résiduel. S'il reste moins de 100 millilitres dans la vessie, ben, c'est considéré comme normal. Par contre, s'il demeure plus que 100 millilitres dans la vessie, ben là, on va voir, là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, mais ça serait signe qu'il y a une vidange incomplète de la vessie. Suivante. OK. Pour l'évaluation aussi, il y a d'autres étapes qu'on peut faire. C'est certain qu'il y a certains types de médications, comme par exemple pour l'hypertension artérielle, il y a de la médication qui va être donnée des fois pour enlever une quantité de liquide dans le corps pour faire diminuer la pression. Donc ça fait uriner. Là. On appelle ça des diurétiques. Donc c'est certain que si on prend des diurétiques, ben, on peut avoir envie plus souvent d'aller aux toilettes. Là. C'est dû à la médication, mais c'est important quand même de le considérer. Puis ensuite, ben, tout dépendant, là, le médecin peut vous recommander de faire un sommeur ou une culture d'urine. Parce que si on fait une culture d'urine et elle est positive, ben, ça veut dire qu'il y a des bactéries dans l'urine, ce qui signifie une infection urinaire. Puis à ce moment-là, ça peut donner des symptômes là, d'aller uriner souvent, des brûlements et tout. On va en parler tout à l'heure. Puis aussi, ben, il y a toujours lieu de référer en urologie là, pour les cas plus complexes. Prochaine. Quand les difficultés sont un peu plus complexes aussi, on va demander un bilan urodynamique. Là, c'est un test plus poussé, mais c'est quand même assez rare, donc je ne rentrerai pas dans les détails pour laisser plus de temps là, aux trucs et conseils. Bon, des trucs maintenant. Si on a une petite vessie spastique qui nous donne des problèmes de rétention, OK? C'est-à-dire avoir de la misère à retenir notre urine, si on a une envie urgente d'uriner. Je vais vous dire, la fréquence normale, c'est 5 à 8 fois par jour pour aller uriner. Donc, si on a plus que 8 mictions, ça veut dire uriner, si on a plus que 8 fois aux toilettes en 24 heures, ben ça, c'est anormal. Nicturie, si on va uriner plus qu'une fois par nuit aussi, ça, c'est pas supposé. Puis, incontinence urinaire d'urgence. Donc, la normale, c'est ça. On devrait aller uriner environ 3 heures, puis ce qui donne environ 6 à 8 fois par jour. Prochaine. Donc, si on a ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut changer des habitudes de vie, comme par exemple la gestion des liquides. Bon, la gestion des liquides, là, il y a plusieurs personnes, puis ça va en faire sourire plusieurs. Là. En fait, souvent, ce qui va arriver quand on a des problèmes d'urine, c'est qu'on va avoir tendance à moins boire. Bon, pour réduire nos symptômes.
c'est une stratégie qui peut fonctionner à court terme. Si j'ai un rendez-vous puis je sais qu'il n'y aura pas vraiment de toilette, je vais boire moins avant d'y aller. Ça peut faire pour une fois de temps en temps, mais je vais vous dire que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire parce qu'à long terme, là, ça peut augmenter le risque de déshydratation, ça peut augmenter le risque d'infection urinaire, puis de constipation. Puis il y a aussi que si on ne boit pas suffisamment, l'urine va être concentrée dans la vessie. Puis une urine concentrée, ça va agir comme un irritant de la paroi de la vessie. Donc, quand je parlais de la vessie spastique tantôt, ben, tu sais, ça va comme augmenter les symptômes. Il y a aussi, bon, ben, dans le fond, c'est ça, c'est de boire vraiment suffisamment au niveau de la gestion des liquides, donc boire beaucoup. Puis aussi, j'entendais un neurologue qui nous avait fait mention que au lieu de prendre une petite gorgée de temps en temps, parce que si on prend une petite gorgée puis on a une vessie hyperactive, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'urine, elle va arriver, la gorgée d'eau, elle va arriver dans la vessie. Puis là, la vessie, elle va dire, oh, il y a du pipi qui s'en vient. Ça fait que ça va comme stimuler la vessie. Tandis que si, tant qu'à faire ça, on est mieux de prendre un grand verre d'eau. Donc là, de toute façon, quand l'urine va arriver dans la vessie, ben, elle va dire la même chose. Donc, ça va valoir la peine, puis ça va comme être une quantité là, qui va être suffisante pour notre bon fonctionnement. Au niveau de la consommation d'irritants et de stimulants vésicaux, ben, il y a la caféine qui va stimuler là, le détruseur qui est la muscle de la vessie, puis ça va empirer les incontinences urinaires. Ça peut aussi augmenter la difficulté à vider notre vessie. Ben, c'est sûr qu'on peut prendre un peu de caféine, mais quand on a des grosses consommations, il faut se questionner. Peut-être que ça contribue là, à ce que notre problème soit plus présent. Il y a beaucoup de boissons aussi qui contiennent la caféine, comme la liqueur brune, le chocolat chaud, les boissons énergisantes. Il y a des aliments aussi qui contiennent la caféine, comme le chocolat. Puis, il y a d'autres substances aussi qui sont irritantes pour la vessie là, que la caféine, comme par exemple les mets épicés, les boissons gazeuses. Donc, ça, c'est des éléments à faire attention. Dans les facteurs de risque, il y a aussi l'obésité. C'est certain que les personnes qui ont un surplus de poids présenteraient une augmentation chronique là, de la pression dans l'abdomen. Donc, ça prédispose là, aux fuites urinaires. Mais toutefois, là, il y a des données qui disent qui sont encourageantes, là, qui disent que lorsqu'on a une perte de poids, ben, les personnes qui présentent un embonpoint, ils sont... leur problème est réduit là, significativement. Donc, on encourage là, à être accompagné pour une perte de poids là, lorsque c'est nécessaire. Au niveau de la constipation, ben, c'est démontré là, que la constipation elle peut aussi augmenter l'incontinence urinaire puis le prolapsus pelvien. Le prolapsus pelvien, c'est quand là, les organes génitaux là, descendent par gravité un peu puis qu'il y a un manque là, de soutien de la part du périnée. Donc, c'est ça pour la constipation. Ils disent aussi que les pressions abdominales répétées, là, quand on force pour aller à la selle, ben, ça peut entraîner un sureffort au niveau du périnée. Donc, ce qui exacerberait là, les fuites urinaires. Au niveau du tabagisme, là, c'est quand même un élément qui m'a surpris quand j'ai fait ma recherche. Là, je ne l'avais pas vu nulle part avant. Mais la nicotine pourrait agir comme un irritant vésical qui entraînerait des contractions du détruseur, encore là, qui est le muscle là, de la vessie, puis une sensation d'impériosité. Ça veut dire que je sens une urgence là, d'aller uriner. Puis de plus, la toux répétée chronique d'un fumeur peut être la cause de fuite urinaire. Puis les études ont démontré que l'arrêt du tabagisme peut permettre de réduire les fuites urinaires. Concernant les exercices physiques, il y a certains types d'exercices comme le yoga qui seraient un bon complément aux autres soins là, qui sont déjà en place, ce qui a trait à l'amélioration des symptômes urinaires des personnes atteintes de SP. Prochaine. Concernant les exercices du muscle du plancher pelvien, bon, tu sais, parfois avec l'âge ou avec les grossesses, ça se peut que les muscles du périnée soient plus relâchés
Ça, c'est le groupe de muscles là, qui permet de refermer les orifices comme l'urètre ou l'anus. Puis quand on parle de l'urine, le truc pour savoir si nos muscles du plancher pelvien ont besoin d'être renforcés, c'est que si on perd de l'urine, soit en toussant, en éternuant, en riant ou en forçant, ben c'est signe qu'on devrait là, exercer ce type d'exercice-là là, de renforcement des muscles du plancher pelvien. Ça pourrait vraiment aider. Ça, c'est pour pas mal monsieur, madame, tout le monde, là, peut-être moins en lien avec la neurologie. Mais pour ce qui est des exercices, là, je ne vous les démontrerai pas aujourd'hui, mais vous pouvez y aller. Là, j'ai trouvé un beau site, là, c'est le CHU de Québec, qui a sur son site là, un enseignement là, de comment procéder là, aux exercices, comment les faire, à quelle fréquence et tout. Donc, je vous réfère là, au site du CHU de Québec. Exercice du plancher pelvien. Ensuite de ça, il y a d'autres techniques. Là. Moi, je ne suis pas la spécialiste de ces techniques-là, mais c'est quand même super intéressant. Là. Souvent, ça va être soit l'urologue qui va vous diriger à une infirmière en uro, s'il y en a une dans votre région, il n'y en a pas partout, des spécialistes là, pour aider, donner des trucs vraiment concrets. Mais sinon, en physiothérapie, pour obtenir une ressource dans notre région, on peut communiquer avec l'Ordre des physiothérapeutes là, du Québec pour demander là, s'il y a un physiothérapeute dans notre région qui est spécialiste là, au niveau de l'entraînement vésical. Juste pour vous donner, je ne sais pas il est quelle heure, j'ai-tu le temps? Je vais juste vous donner un petit truc là, qui s'appelle technique de suppression des envies impérieuses. C'est comme si on pourrait déjouer notre vessie, OK, en 6 étapes. Dans le fond, c'est que ce qui sous-tend la technique, c'est que comment on pourrait procurer une meilleure façon de réagir face à la sensation d'urgence. Dans les faits, c'est que si on a une envie urgente d'uriner, si on se précipite aux toilettes, c'est comme si ça augmente la sensation qu'il fallait qu'on se dépêche à y aller, puis ça sollicite des contractions non inhibées du détrusor. Okay? C'est très scientifique, là. Mais c'est comme s'il faut rompre cette réponse-là conditionnée. Puis, c'est ça. Puis, comment on peut faire ça? Bien, premièrement, là, il faut le faire chez nous, là, c'est certain, parce que ça se peut que ça ne fonctionne pas les premières fois, mais ça serait comme si j'ai une sensation urgente d'aller uriner. Ils disent, première étape, c'est rester en place, s'asseoir, relaxer. Puis là, ben, on pourrait faire les muscles, là, en deuxième étape, les contractions des muscles du plancher pelvien pendant 8 secondes, 6 à 7 fois consécutives, puis tout en se détendant. Puis ensuite, quand on sent que l'envie urgente est disparue, ben là, on se rend lentement aux toilettes. Semble-t-il que ça fonctionne. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas la pro de ça, mais si c'est pour vous, il y a beaucoup d'impact dans votre vie par rapport aux envies urgentes, ben, ça pourrait être quelque chose à envisager. Prochaine diapo. Bon, il y a aussi, ben, on peut porter une protection absorbante, là, c'est quand même un truc. Là. Ce qui est bon à savoir, c'est que c'est sûr que ça coûte quand même cher, là, les protections. Il existe un programme qui s'appelle Programme Fonction Élimination. On retrouve ce programme-là au niveau du ministère de la Santé. C'est dans toutes les régions, dans les centres de réadaptation, mais on peut y avoir accès là, en contactant le CLSC ou le 811. Puis, ce programme-là, avec une prescription médicale des produits d'incontinence requis, peut vous offrir des aides techniques, là, des protections, des pads, des culottes, même des cathéters, toutes sortes de produits qui peuvent vous être fournis gratuitement. Donc, ça, c'est bon à savoir. Il y a la médication, là, j'en parlerai pas très longtemps, mais il y a de la médication là, qui peut être offerte là, pour aider la vessie à retenir l'urine parce qu'on est encore dans les problèmes là, de rétention urinaire. Donc, il y a des médicaments qui peuvent nous aider là,
ben, à attendre d'aller aux toilettes là, pour uriner. Là. Donc, ça, c'est bien aussi. Il y en a différents types. Lorsque les médicaments ne font pas effet, puis tout ce qu'on a dit ne fait pas effet, ben, il y a toujours des injections de Botox intravésicales qui peuvent être données. C'est quand même assez rare qu'on utilise ça. Il faut vraiment qu'il y ait une intolérance ou une inefficacité aux médicaments. Certains neurologues en donnent, certains urologues en donnent. C'est efficace entre 6 et 9 mois, donc c'est récurrent. Il faut retourner recevoir nos injections. Ça améliore les paramètres aérodynamiques, ça diminue l'incontinence. Prochaine. Au contraire, si j'ai de la difficulté à vider ma vessie, si je dois forcer pour uriner, si quand j'ai fini d'uriner, je me retourne dans le salon, puis il faut que j'y retourne parce que je ne l'ai pas vidé complètement. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, prochaine diapo. Encore là, il y a de la médication qui peut être donnée pour vous rappeler tantôt quand on a vu là, le dessin de la vessie, puis dans le bas, il y a le sphincter, donc le robinet qu'on appelle, ben, il y a de la médication qui peut aider à ouvrir le robinet. Il y a des techniques aussi en physiothérapie, là, on appelle le biofeedback, stimulation neuromusculaire, qui peut aider là, à améliorer le contrôle, la proprioception, puis le relâchement des muscles du plancher pelvien pour aider à mieux uriner. Mixion par expiration freinée, il y a des techniques, là, encore là, je ne suis pas la pro, mais ça peut être simple là, de l'essayer quand même si vous avez de la misère à vider votre vessie. On peut adopter sur la toilette une position penchée vers l'avant, les hanches et genoux fléchis. Donc, si on peut lever nos pieds sur un petit banc pour que les genoux soient plus hauts que le bassin, si possible. À ce moment-là, on essaie de se relâcher, de se détendre, puis expirer contre-résistance. Donc, comme si on souffle dans une paille, tout en contractant son abdomen. Donc, on peut l'essayer, faire semblant qu'on a une paille, là, puis on sent là, que les muscles transverses, ils vont se contracter. Donc, c'est un truc qu'on peut essayer. À la prochaine diapo, on va voir un autre truc aussi qui s'appelle la technique de double vidange, qui est très simple, c'est qu'on urine, puis si on le sait qu'il faut y retourner 5 minutes après, ce qu'on peut faire, c'est qu'après avoir uriné, on se lève debout, on tousse. Moi, je suis très bonne cette semaine pour la faire, pour tousser. On tousse et ensuite, on peut même marcher un petit peu et on se rassoit sur la toilette. Puis, on réessaie. Puis souvent, ça va déclencher là, le réflexe pour vider une deuxième fois notre vessie là, dans le même 5 minutes. Il y a aussi les cathéters. Je mets ça, je vais prendre une petite gorgée. Il y a aussi les cathétérismes, là, s'il y a besoin, c'est souvent l'urologue qui va recommander. Les cathétérismes, là, ça peut faire peur hein, de se rentrer là, un tube dans l'urètre, mais c'est une technique là, qui est assez facile. Là, une fois qu'on est habitué, un peu comme mettre nos verres de contact, là, ça peut faire peur au début, mais ça se fait quand même bien. C'est fiable. Puis ça réduit surtout là, les complications qui sont reliées à la rétention. Ce qu'on ne veut pas, c'est que l'urine qui reste dans la vessie monte dans les uretères puis s'en aille au niveau des reins pour donner des problématiques là, plus sévères là, d'insuffisance rénale. Donc, c'est pour ça là, qu'à l'aide de cathéters, si on a besoin, ben, ça va aider à vraiment bien vider la vessie. Puis ça peut être utilisé, les cathéters aussi, en combinaison avec un médicament. Puis, sachez qu'il existe le programme Coloplast Care, qui est un programme, c'est quand même vraiment bien pour les gens qui ont besoin d'essayer différents types là, de cathéters, parce que eux, ben, c'est sûr que c'est une compagnie là, privée, mais ce qui est bien, c'est que ces gens-là du programme, ils offrent un soutien adapté, puis ils guident les personnes sur le choix de matériel, ils donnent des trucs utiles, puis des outils pour aider à résoudre les problèmes de vessie, puis aussi les problèmes d'intestin, puis à conserver une vie active. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas, là, c'est
tout ce qui peut être gratuit, propageons la bonne nouvelle. Donc, ils peuvent vous aider là, à travers les différents essais. Puis, ben, en terminant, il y a la sonde à demeure là, qui est en dernier recours. Prochaine. Ouais. Quand on ne vide pas bien notre vessie, l'urine, elle va demeurer là, tu sais. Puis ce qui arrive, c'est que si elle ne sort pas suffisamment, ben, c'est propice au développement de bactéries. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont avoir tendance à faire plus souvent des infections urinaires. Comme conseil préventif qu'on peut vous proposer ce soir pour intégrer dans votre vie, ben, c'est que si votre vessie ne se vide pas complètement, ben, on a parlé de la technique de double vidange. Il peut y avoir massage abdominal, autocathétérisme. Aussi, éviter de retenir l'urine là, dans la vessie, éviter de se retenir, peut-être y aller là, aux 2-3 heures là, de façon régulière, même si on ne sent pas l'envie. Boire beaucoup de liquide, on l'a dit tantôt, ce qui est recommandé comme quantité, c'est 8 à 12 verres de liquide par jour. Pour les femmes, s'essuyer de l'avant vers l'arrière quand on va à la salle de bain. Éviter de porter des culottes en tissu synthétique. Ça, c'est pour réduire là, le risque d'humidité qui peut favoriser la croissance des bactéries. Puis aussi, avant les relations sexuelles et après, ben, on recommande là, de vider notre vessie, surtout les femmes. Pourquoi? Parce que notre urètre est courte. Donc, les bactéries, avec la friction, le frottement, ils n'ont pas long à monter pour se rendre là, à la vessie. Donc, si on urine avant, ben, on fait descendre nos bactéries. Puis, si c'est ça, après la relation, on va uriner, donc on met toutes les chances de notre côté pour éviter les infections urinaires post-coïtales. Prochaine. Si on a des symptômes d'infection urinaire, c'est recommandé de consulter un médecin, de ne pas attendre pour éviter justement que ça monte là, au rein. On parle d'acidifier notre urine en buvant de façon régulière du jus de canneberge ou des capsules de canneberge en prise orale. La vitamine C aussi, ce sont des éléments qui peuvent aider à acidifier l'urine. Donc, ça réduit les risques là, de croissance des bactéries. Il y a certains urologues qui recommandent de prendre là, entre 500 mg à 1000 mg par jour de vitamine C quand on a tendance à faire des infections urinaires. Puis, quand on a des symptômes d'infection urinaire, on pourrait même monter là, encore davantage notre posologie à ce moment-là. C'est certains urologues qui mentionnent ça. Puis aussi, ben, c'est certain pour les personnes qui ont une sonde ou qui utilisent les cathétérismes urinaires, ben, c'est vraiment de respecter là, les procédés là, de stérilité, les consignes là, par rapport au changement de sac et de tube. Donc, moi, ça fait le tour pour ma partie. J'espère que ça vous a été utile. Je ne sais pas, Josée, est-ce qu'on a le temps pour prendre une ou deux questions? Je ne sais pas si dans le chat, il y a eu des gens qui ont... Oui, il y avait des petites questions qui ont été répondues. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont à l'aise de reposer une question, mais merci Isabelle. Écoute, je pense qu'avec les trucs que tu as donnés, si les gens suivent ça à la lettre, je suis certaine qu'il y en a certains des patients qui vont faire moins d'infections urinaires, ça c'est sûr. Puis comme Isabelle le disait, les médicaments, malheureusement, on ne peut pas vous les nommer. Je sais pour vous que c'est décevant, là, parce qu'on dit qu'il y a des médicaments qui existent, mais par souci de confidentialité, puis on est tenu à ça. Donc, on ne peut pas vous nommer de médicaments, mais informez-vous auprès de votre neurologue, votre infirmière spécialisée. La plupart d'entre elles le connaissent bien ça, puis vont être en mesure de vous aider par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Avant de passer à Nathalie, on a souvent une question qui nous est souvent posée. On ne l'a pas mis dans la présentation, mais on tenait à vous en parler. Les gens nous demandent, est-ce que je dois déclarer ma sclérose en plaques à la Société d'assurance automobile du Québec, à la SAC? Oui. Pourquoi? Je vais vous donner deux exemples. Vous avez la sclérose en plaques, vous n'avez aucun déficit neurologique, vous n'avez pas déclaré votre SP, vous avez un accident d'auto, et là, vous avez une grosse paralysie qui s'ensuit. Ça va être, vous allez réussir à prouver que vous n'aviez rien avant, mais ça va être compliqué. Tandis que si votre formulaire,
qui s'appelle le M28 est complété par votre neurologue et ça indique que vous n'avez aucun déficit neurologique, bien, vous allez pouvoir être indemnisé facile. L'autre chose, c'est que si vous avez une faiblesse au niveau d'une jambe qui perturbe votre conduite automobile, bien, il existe au Québec des adaptations de véhicules. C'est fait, puis il y a une évaluation sur la route, puis off-road, comme on dit, qui sont faites par des ergothérapeutes et les ergothérapeutes vous proposent des adaptations. On est la seule province où les adaptations sont gratuites. La seule chose, c'est qu'il faut que votre véhicule ait 5 ans et moins. Fait que sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie de la conférence. Ça va être Nathalie Caron qui va vous parler des problèmes de sommeil. Fait que Nathalie, je te cède la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous parler des troubles de sommeil et d'insomnie ce soir. C'est vraiment un des symptômes qui est souvent rapporté par nos patients en raison là, de plusieurs choses, là, des symptômes associés à la sclérose en plaques, mais aussi d'autres raisons là, qu'on va pouvoir aborder au cours de ma courte présentation. Donc, on passe le tiers de notre vie à dormir. Donc, à 60 ans, un humain a passé près de 5 ans de son existence à rêver et 20 ans à dormir, quand même. C'est quand même drôle qu'on regarde ça de cette façon-là. Donc, la prévalence avec la sclérose en plaques, selon les différentes études, entre 42 et 65 des personnes vivant avec une sclérose en plaques souffriraient de troubles du sommeil. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce qu'un sommeil normal? Le sommeil, c'est un besoin essentiel, au même titre que s'alimenter ou s'entraîner, s'hydrater. Ça fait partie, là, c'est une question de survie là, que de pouvoir aussi bien dormir. Donc, il contribue à une bonne relation sociale, un système immunitaire plus fort, une meilleure espérance de vie, puis la régénération du cerveau et des fonctions endocrines. Donc, c'est intéressant parce qu'au niveau des hormones, on voit aussi qu'il y a des hormones qui sont impliquées dans le sommeil, dont la mélatonine, qu'on entend souvent parler parce que, bon, on peut suggérer souvent à nos patients de prendre la mélatonine là, pour améliorer leur qualité de sommeil. Mais ça, c'est une hormone que, normalement, nous, on devrait sécréter de façon normale. Puis cette hormone-là se sécrète seulement la nuit, puis dans un contexte de noirceur. Donc, c'est certain que si notre sommeil est impacté par plein d'autres raisons, bien, notre sécrétion de mélatonine est diminuée, donc il y a un impact clair sur notre sommeil. Il y a aussi la leptine, qui est une hormone qui est sécrétée durant le sommeil, qui est une hormone de contrôle d'embonpoint. Donc, durant le sommeil, bien, on sécrète cette hormone-là, ce qui fait qu'on est plus conscient de notre le fait de satiété, de savoir qu'on a bien mangé, tout ça. Puis, si on dort moins la nuit, ben, cette hormone-là est moins sécrétée, donc on a tendance à manger davantage au cours de la journée, tout ça. Donc, il y a plein de petites choses. Le sommeil est vraiment très, très récupérateur, là. Puis, c'est ça qui nous permet vraiment aussi, qui a un gros impact sur notre mémoire aussi, là. Pour avoir une bonne mémoire, il faut réussir à avoir un bon sommeil aussi. Donc, le nombre d'heures de sommeil, il n'est pas moindre en vieillissant. C'est pas vrai qu'en vieillissant, on dort moins, mais c'est plutôt la qualité de notre sommeil qui est différente en vieillissant. Donc, ce qui arrive, c'est que plus on vieillit, puis ça commence vraiment là, dès l'âge de 30 ans, mais c'est sûr que c'est pas là qu'on le constate le plus. C'est quelque chose qui est progressif, mais plus on vieillit, plus notre sommeil profond diminue. Puis, plus on a un sommeil qui est plus léger, donc un sommeil où on va se réveiller plus facilement, tout ça, où on a l'impression qu'on ne dort pas, mais c'est vraiment le fait qu'on a un sommeil profond qui est vraiment diminué en vieillissant. Là. Le nombre d'heures de sommeil nécessaires par nuit pour un adulte, souvent, c'est sûr que c'est du cas par cas, là, mais en général, ça devrait être pour un adulte de 7 à 9 heures par nuit, mais ça varie d'une personne à l'autre. Pour le nouveau-né, par exemple, là, ça pourrait être jusqu'à 15, 16, 17 heures par nuit là, pour vraiment là, arriver là, à bien fonctionner ou durant les périodes d'éveil. Puis à l'adolescence ou juste avant l'adolescence, bien souvent, on parle de 10-12 heures là, par nuit pour avoir un sommeil qui fait qu'on peut bien fonctionner dans la journée.
Donc, on peut passer à l'autre. Fait que le sommeil, c'est un petit peu comme un train. Donc, si on regarde ça comme ça, nos cycles de sommeil sont d'environ 12 heures, pas 12 heures, 2 heures. On va avoir la période d'endormissement qui est à peu près une 10-15 minutes, là, où on va bâiller, on va avoir les idées qui commencent à se brouiller, tout ça, puis oups, notre cerveau part. Puis la première période, qui est le stade 1 et 2, va être du sommeil léger au sommeil lent profond. Donc, cette période-là va durer environ 90 minutes. Puis, au début, ben, on entend moins, on comprend moins, on sent vraiment notre perte là, de laisser aller. C'est plus un laisser aller, là. Puis, dans le sommeil profond, qui est, lui, environ d'une durée là, qui rentre dans le 90 minutes, là, ben, à ce moment-là, on va vraiment là, avoir un état là, de conscience qui est vraiment là, plus là. On a vraiment plus de difficultés à se réveiller. Là, on est vraiment dans un sommeil plus profond. Puis par la suite, on remonte dans une période de sommeil paradoxal qui dure environ 20 minutes. Puis durant cette période-là, ben, c'est la période où on rêve, tout ça. Ça fait que on va avoir comme ça, dans la nuit, plusieurs cycles qui peuvent aller de 4 à 5 cycles par nuit. Fait qu'on fait des roulements de ces cycles-là de 12 heures, 4 à 5 fois par nuit. Fait que c'est ce qui peut expliquer qu'on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Ça peut être de 3 fois à 4 fois parce qu'aussitôt qu'on remonte après le sommeil paradoxal, notre sommeil est vraiment très, très léger. Puis soit on parle de train, c'est soit qu'on rembarque dans le train, puis qu'on ne se rend pas compte de rien, ou on se réveille. C'est comme si on avait débarqué, on s'est réveillé, on va à la salle de bain, puis souvent, il va falloir réattendre que le cycle se reparte. Donc, la période d'endormissement, puis le stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Fait que de se réveiller quelques fois par nuit, c'est pas anormal. Ce qui serait anormal, c'est de ne pas être capable de se rendormir, là. Mais là, c'est souvent une autre histoire, on en parlera un petit peu plus loin. Alors, pour l'autre diapo. Alors, les principales causes puis conséquences du manque de sommeil, ben, c'est souvent nos obligations professionnelles. C'est souvent notre cerveau qui part en échappée. Hein. On va souvent dire, ben, c'est notre hamster qui part. Là. Fait que toutes nos obligations professionnelles, les obligations familiales, dans le sens que, ben, on ne peut pas se coucher à l'heure qu'on voudrait parce que, bon, on a les enfants, on a des choses à faire. Puis là, au lever, ben, il faut aller travailler. On a des activités, on se lève plus tôt pour réussir à tout faire. Donc, on coupe souvent beaucoup, beaucoup dans notre sommeil. Là. Il y a des études qui disent que 71% des gens vont rapporter que pour réussir à arriver dans un 24 heures, ben, c'est sur leur sommeil qu'ils vont couper. Puis ça, c'est vraiment impressionnant hein, parce que ça devient difficile de gérer les autres activités. Donc, ben, souvent, on va couper sur notre sommeil. Donc, dans les causes aussi, il y a le stress, l'anxiété puis la dépression. Ben, c'est certain, c'était un petit peu ce qu'on parlait tantôt. C'est sûr que si on a des choses qui nous préoccupent, ça va être, on va penser à ça la nuit, puis tout ça, puis on va être porté à vouloir régler des choses. Là. Fait que souvent, là, ça va impacter sur notre sommeil. Il y a aussi des problèmes qui sont médicaux. Tantôt, Isabelle a parlé, les problèmes sphinctériens, les problèmes urinaires, les problèmes d'incontinence, bien, c'est sûr que ça l'impacte sur notre sommeil. Puis, c'est ça, on se réveille peut-être plus souvent en raison de ça. Puis c'est pour ça que souvent en clinique, on va questionner à ce sujet-là parce que quand les gens nous parlent de troubles de sommeil, il faut aller voir pourquoi il y a des troubles de sommeil. Est-ce qu'il y a des troubles sphinctériens? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a, ça fait partie d'un questionnaire souvent de tout explorer ces choses-là avant de penser que ça soit nécessairement là, autre chose, là, ou peu importe. Puis, il y a des gens qui, au niveau des horaires de travail, bien, il y a des gens aussi qui ont des horaires atypiques. Il y a des gens qui vont travailler longtemps de nuit. Il y a des décalages horaires, le voyage et tout ça. On sait que quand on va à l'extérieur, bien, ou si on se déplace en Europe, bien, il y a un décalage horaire, tout ça. Bien, on peut avoir des troubles de sommeil associés. Là. Fait que ça peut être aussi en raison de ça. Puis, ce qui est beaucoup dérangeant aussi dans les causes associées aux problèmes de sommeil, c'est nos habitudes de vie actuellement. Donc,
les téléviseurs, les cellulaires, les tablettes, c'est quelque chose qui devrait être exclu de la chambre à coucher. Parce que, veut pas, notre cerveau, pour pouvoir induire le sommeil, doit être dans un contexte où les choses sont calmes, dans un environnement qui est sain. Des fois, on dit même qu'il faut que tout soit en ordre, que notre chambre à coucher soit un peu l'endroit où on se retrouve, puis où tout est calme, puis où il n'y a rien qui peut nous stimuler, parce que tout ce qui est lumière, tout ce qui est éclairage va stimuler notre cerveau en fonction de lui annoncer que c'est comme une période d'éveil, une période de jour. Puis ça fait qu'il tombe plus en mode d'éveil qu'en mode de sommeil. Donc, ça pourrait altérer notre sommeil à ce niveau-là. Donc, c'est important de penser à ça, là. Je sais que les gens, en tout cas, on a des mauvaises habitudes, puis je pense qu'il faut d'abord regarder des fois ces petites habitudes-là avant de penser qu'on pourrait avoir besoin d'autre chose ou de médication ou peu importe, là. Il y a les facteurs environnementaux aussi, le bruit. On peut être dans des environnements où il y a beaucoup de bruit, où il y a de la lumière, tout ça. Donc, certaines personnes vont être plus fragiles à ça. Donc, le bruit, la lumière, tout ça, ça peut vraiment altérer ou impacter au niveau du sommeil. Puis, il peut y avoir aussi d'autres troubles de sommeil associés. Donc, là, j'ai marqué l'insomnie, mais c'est vraiment une insomnie qui serait diagnostiquée, là, vraiment un trouble important de sommeil. Ou il y a l'apnée aussi, l'apnée du sommeil qui fait qu'une personne pourrait avoir plusieurs périodes d'éveil parce qu'elle est incommodée par le fait qu'elle souffre d'apnée du sommeil. Donc, puis souvent, ces gens-là, au lever, quand ils vont se lever, ils vont me dire, mais malgré le fait que j'ai dormi 8 heures, 10 heures, je me réveille le matin, puis je suis encore aussi fatiguée si ce n'est pas plus. Fait que l'apnée du sommeil, si des fois on questionne sur le conjoint ou est-ce que le conjoint constate qu'il y a des périodes d'arrêt respiratoire durant la nuit ou de pause, pas d'arrêt, mais de pause respiratoire. Ou de ronflement important, tout ça, bien souvent, ça peut être des signes d'apnée du sommeil, puis ça pourrait être une indication de référer vers un centre d'évaluation à ce niveau-là, là. Alors, les conséquences de tout ça, bien, c'est sûr que quand on a un mauvais sommeil, bien, il y a de la fatigue qui est plus importante, la baisse d'énergie, problème d'attention, problème de mémoire aussi, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est que, veut pas, on a vraiment besoin de mettre notre cerveau à pause pour pouvoir lui permettre de réenregistrer des nouvelles informations. Donc, si on n'arrive pas à avoir un bon sommeil, bien, ça ne nous permet pas d'avoir l'attention qu'il faut pour retenir adéquatement l'information. Ça a aussi un impact sur l'humeur. C'est certain que si on manque de sommeil, bien, on va être plus irritable, plus fatigué, moins d'énergie. Fait que ça peut impacter là, beaucoup à ce niveau-là. Au niveau des problèmes de santé, bien, on sait que j'en ai parlé un petit peu tantôt. Au niveau de l'obésité, comment les hormones qui sont sécrétées durant le sommeil peuvent être importantes dans la gestion aussi de l'obésité ou de l'embonpoint. On peut aussi avoir des problèmes d'hypertension ou d'impact au niveau cognitif parce que c'est clair que si on manque de sommeil, bien, comme la même chose que la mémoire, c'est qu'on retient moins bien l'information et tout ça, fait qu'on peut avoir moins d'attention au travail, être plus distrait et tout ça. Fait que... Puis il y a aussi un impact au niveau de la sécurité publique parce que dans le sens que si on travaille et qu'on manque de sommeil, notre risque de faire des erreurs est augmenté. Notre risque d'oublier des choses au travail est augmenté. Au niveau public aussi, au niveau de la conduite automobile, notre risque de faire des accidents ou d'être plus distrait va être augmenté. Donc, ça a quand même aussi un très gros impact là, au niveau de la sécurité publique, le manque de sommeil là, qui serait important, là. On peut passer à la... Okay. Alors, l'insomnie, les natures, causes, impacts, bien, on en parle. Donc, il y a 10 à 15 de la population qui souffre d'insomnie chronique. Environ 25-30 de la population va souffrir d'insomnie occasionnelle. Pas de groupe d'individus là, qui sont à l'abri de ça. Donc, je veux dire, c'est tout le monde là, qui peut avoir des troubles de sommeil, là. Même si on sait que ça peut être augmentant sclérose en plaques, la population en général, tout le monde peut avoir des troubles de sommeil. Donc, les troubles de sommeil les plus fréquents vont être la difficulté à initier le sommeil, donc à s'endormir,
Donc, il y en a que ça va leur prendre plus qu'une demi-heure pour s'endormir. Donc, à un moment donné, si c'est plus long que ça, on peut considérer que ça pourrait être problématique. Il peut y avoir aussi des éveils nocturnes durant la nuit qui vont être plus fréquents ou prolongés. On en a parlé un peu. Ça peut arriver que durant les différents cycles de sommeil, on se réveille parce qu'on arrive en surface, dans notre petit train là, qui passe 4 à 5 fois par nuit. Donc, quand on remonte à la surface, il se peut qu'on se réveille, puis il y en a d'autres qui vont se rendormir automatiquement. Mais le problème, c'est si on se réveille puis que c'est très long se rendormir à ce moment-là, ça deviendrait là, quelque chose qui peut être plus problématique. Là. Des réveils matinales prématurés aussi. Puis les difficultés de fonctionnement, là, fatigue, humeur, attention, concentration, ben, on en a parlé un petit peu précédemment. Là. Fait que, on peut passer à l'autre diapo. Donc, les troubles de sommeil en SP, les symptômes et conséquences, ben, les symptômes ici, j'en ai ajouté, mais les conséquences sont similaires à ce qu'on a parlé un peu auparavant, mais ça peut être associé particulièrement en sclérose en plaques, à des troubles vésico-sphinctériens, donc soit des incontinences, des pertes urinaires et tout ça. Ça peut être aussi associé à de la douleur, ça peut être des spasmes, puis ça peut être aussi des impatiences. Il y a des gens qui vont sentir des impatiences. Ça, le fait de toujours devoir bouger les jambes au coucher, puis tout ça, ça a l'impact sur leur capacité là, de s'endormir, d'endormissement. Donc, puis les douleurs aussi associées au spasme, tout ça. Le syndrome des jambes sans repos, c'est ce que je viens d'expliquer. Les troubles respiratoires, l'apnée du sommeil, on en a parlé un petit peu plus tôt aussi, là, juste avant. Et l'anxiété, la dépression et certains traitements là, peuvent impacter sur le sommeil parce qu'on sait que des patients qui prendraient des diurétiques, des patients qui prendraient de la cortisone, lors de poussée, on sait que la cortisone va impacter là, clairement au niveau du sommeil. Là, c'est comme un booster. Là. Moi, je dis souvent que c'est comme un Red Bull. Là. Un patient qui utilise la cortisone, ben, il est vraiment stimulé puis il a plus de difficultés à s'endormir ou avoir un sommeil récupérateur. Donc, on va avoir tendance, lors des poussées, à prescrire des médicaments là, pour améliorer le sommeil là, durant la période de traitement à la cortisone. On peut changer de diapo. Alors, je voulais peut-être juste venir, quelque chose que je n'ai pas nécessairement noté, mais il y a deux phénomènes de contrôle des cycles du sommeil. Puis, je pense que c'est important de les savoir parce que le contrôle des cycles de sommeil, ça peut être relié à l'homéostasie, qui est le fait d'avoir un équilibre entre le sommeil et l'éveil. C'est sûr que notre cerveau va enregistrer notre besoin de se reposer en fonction de notre dépense d'activité. Donc, si dans la journée, on ne fait pas beaucoup d'activités, on est plus casanier ou on fait des siestes, on dort beaucoup, on fait il peut y avoir des gens qui vont faire plusieurs siestes par jour, mais c'est certain que quand on va arriver le soir, le besoin de sommeil va être clairement différent parce que, veut pas, c'est comme si on compense au fur et à mesure, puis on ne permet pas à notre système d'accumuler un besoin de sommeil pour que finalement notre nuit soit récupératrice. Donc, ça, c'est un des premiers phénomènes là, qui impacte au niveau du sommeil aussi. Puis l'autre phénomène, ben, c'est un peu notre rythme. Notre horloge biologique, ou il appelle ça le rythme circadien, là, qui fait que, ben, c'est clair que dans notre nature, ben, on est éveillé le jour, puis on dort la nuit. Puis c'est certain que si quelqu'un a un travail ou quelque chose qui va impacter à ce niveau-là, mettons un travailleur de nuit va travailler toute la nuit puis va devoir dormir le jour, ben c'est pas dans un rythme normal ça, puis son système peut s'adapter, mais c'est sûr que ça ne sera jamais aussi récupérateur que si on suit vraiment un cycle normal de dormir la nuit puis être éveillé le jour. Là. Fait que ça, c'est deux phénomènes qui sont importants là, aussi à considérer là, quand on considère le sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut qu'au quotidien, on apprenne à relaxer. Donc, faire de la relaxation musculaire, l'imagerie mentale, de la méditation. Donc, tu sais, quand on arrive le soir, puis qu'on est couché, puis tout ça, puis qu'on a des troubles vraiment là, à s'endormir, mais c'est d'être capable de mettre un peu notre cerveau sur pause, puis de lui permettre là, de se détendre, tout ça, pour
initier ou induire le sommeil à ce moment-là là, de façon plus adéquate. Il faut être patient parce que les résultats de ces différentes techniques-là, qui sont soit des imageries mentales, de la méditation ou des techniques respiratoires de relaxation, ça n'a pas un effet immédiat. Il faut se laisser le temps qui va être des jours, des semaines, puis peut-être des mois avant de finir par vraiment avoir un impact important là, sur notre sommeil ou l'améliorer. Donc, il faut vraiment être patient. Il faut aussi regarder à avoir le support des professionnels qui nous entourent. Donc, ça peut être notre équipe traitante là, qui nous suggère des choses, mais ça peut aussi être des choses audio sur, si on va voir sur Google ou tout ça, il y a des techniques de pleine conscience qui nous apprennent comment relaxer, comment diminuer notre stress, tout ça, qui nous apprennent comment faire les différentes techniques de relaxation. Donc, ça peut être intéressant. Pour certaines personnes, ça va être d'écouter de la musique douce, de se mettre dans une ambiance là, de détente. Puis, c'est aussi d'aimer la technique qu'on va choisir parce que c'est pas parce que c'est une technique suggérée que ça va nous fitter. Il faut réussir à explorer les différentes techniques puis voir laquelle nous convient le mieux, puis tenter de l'adapter, puis de l'utiliser à plus long terme. Il faut faire attention aussi aux siestes. Les siestes peuvent être aidantes pour récupérer des dettes de sommeil. Puis une sieste, en général, ça va être de 15 à 30 minutes, là, puis idéalement avant 15 heures ou 16 heures là, dans l'après-midi. On peut pas emmagasiner du sommeil, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Puis les siestes vont être bonnes pour récupérer dans les dettes, mais pas si c'est vraiment un problème d'insomnie là, sérieux, il va falloir à ce moment-là consulter. Pour contrôler aussi notre activité mentale au coucher, se réserver une période pour les inquiétudes, la planification, la résolution de problèmes autres qu'à l'heure du coucher. Je l'ai écrit un petit peu tantôt dans le chat, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de lire à un moment donné que notre cerveau, c'est nous qui le contrôlons. Puis, parfois, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est submergé par des différentes choses là, de la vie, là. Mais c'est rarement la nuit qu'on va régler nos choses, nos problèmes, tu sais. Fait qu'il faut être capable de peut-être prendre le temps de l'écrire sur papier, écrire des choses qu'on veut se rappeler, des choses sur lesquelles on veut travailler avant de se coucher, puis pas juste au moment où on se couche, l'écrire avant pour qu'au moment où on se couche, on sache qu'on s'est mis ça en attente, puis on sait qu'on va régler ça, mettons, demain, ou on va planifier ça dans les jours à venir, mais c'est juste se détacher de ça un petit peu là, pour nous permettre qu'au moment du coucher, bien, on ait l'esprit un petit peu plus tranquille. C'est ça, je l'ai dit ici, réduire l'activité mentale au coucher. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, mais c'est éviter les stimulants en soirée. Donc, 4 à 6 heures avant d'aller au lit, bien, les stimulants café, thé, sucre, dessert, il y a aussi les boissons gazeuses. Il y a plein de choses là, qui peuvent faire que tout ce qui est sucré ou caféine ou toutes ces choses-là vont clairement impacter là, sur notre sommeil. Pas boire d'alcool juste avant d'aller se coucher, idéalement. Éviter de trop manger juste avant d'aller au lit. C'est sûr qu'à un moment donné, dans un processus de digestion, on va peut-être s'endormir vite, mais on risque de se réveiller pas longtemps après là, en raison là, de tout ça. Faut minimiser les bruits, la lumière, la température excessive, téléviseur, cellulaire, tablette, on en a déjà parlé. Les exercices, c'est super intéressant parce que je pense que pour arriver à bien dormir ou tout ça, faut que notre corps soit capable d'en dépenser de l'énergie pour avoir le besoin de récupérer tout ça. Fait que ça peut être intéressant, mais il faut juste faire attention pour ne pas exercer ou pratiquer ces exercices-là là, juste avant l'heure du coucher. Puis parfois, un bon bain chaud, il y a beaucoup de gens qui disent que ça les aide, mais c'est intéressant parce que j'avais lu que quand on prend un bon bain chaud, c'est sûr que notre corps se réchauffe. Puis quand on sort du bain, veut pas, ça fait un contraste de refroidissement rapide. Puis le sommeil, c'est un peu ça, parce que quand on se couche,
on va se coucher, tout ça, on est bien, tout ça, mais à un moment donné, quand on entre dans une phase de sommeil, notre température corporelle diminue. Puis, veut pas, ça fait partie du cycle de sommeil. Donc, le bain chaud puis le refroidissement après, ben, en tout cas, ça me faisait penser un petit peu à ça. Puis, je trouvais ça intéressant que ça l'expliquait un peu le phénomène relaxant de tout ça, puis le fait qu'on puisse bien s'endormir par la suite, là. Alors, les options de traitement par rapport aux problèmes de sommeil. Juste accélérer un petit peu, parce qu'il reste juste une demi-heure. OK. Bon, les problèmes les options de traitement seraient la pharmacologie, éviter de prendre des somnifères tous les soirs, sinon accoutumance et ou perte. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre, mettons, si au bout de 2-3 jours, on ne dort pas, bien, on a des somnifères à notre disposition, c'est d'en prendre, mais vraiment juste pour combler une carence de sommeil après 2-3 jours, mais pas les prendre régulièrement pour ne pas développer cette accoutumance-là. Faire attention aux produits sans ordonnance. Les produits naturels, bien, c'est sûr qu'il y a la mélatonine et tout ça, là, mais la valériane là, dans les tisanes. Puis au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale, là, ça peut être super intéressant là, si on a des problèmes de stress, dépression, anxiété, là, de travailler à ce niveau-là. Donc, je pense que c'était la dernière. OK, ben là, j'ai parlé des références utilisées, mais si j'avais un livre à suggérer à tout le monde qui ont vraiment des troubles de sommeil, ça serait celui de Charles Morin là, sur sommeil et insomnie. Ça s'appelle Mythe, les ennemis du sommeil, là, qui peuvent être vaincre les ennemis du sommeil, là, qui peut être super intéressant. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Écoutez, par souci pour respecter le temps, je ne ferai pas ma deuxième question. Je vais tout de suite te céder la parole à Judith, qui a vraiment un sujet très intéressant. Elle va vous parler des douleurs neuropathiques. Fait que sans plus tarder, Judith, je te cède la parole. OK, merci, Josée. OK, moi, je vais vous parler de la douleur neuropathique et les origines de la douleur, c'est-à-dire l'expérience qu'on retire quand on a de la douleur neuropathique, c'est-à-dire une douleur. La douleur neuropathique, c'est vraiment la douleur reliée aux nerfs. Je vais faire, après, là, vous allez voir, il y a un tableau là, avec les types de douleurs. Alors, quand on expérimente la douleur, souvent, c'est sensoriel, c'est-à-dire c'est au niveau des sens, qu'est-ce qu'on ressent physiquement. Émotionnel aussi, c'est comment on ressent la douleur moralement. Cognitivement, c'est-à-dire le sens que l'on donne à la douleur. Et le comportement, c'est l'expression de la douleur, comment on va l'exprimer, comment on va la vivre aussi. Alors, on peut passer à la suivante. OK, il y a différents types de douleurs, c'est-à-dire la douleur nociceptive, c'est la douleur qui est causée par un stimulus de forte intensité qui est localisé et instantané. La douleur nociceptive aussi est souvent reliée à des douleurs neuromusculaires, c'est-à-dire c'est des douleurs au mouvement qui vont impliquer aussi le squelette aussi et les muscles et les tendons. La douleur inflammatoire, ça, c'est une douleur qui est causée par de l'inflammation, c'est-à-dire quand quelqu'un, je ne sais pas, on va avoir une rougeur au niveau de la peau, ou soit de l'inflammation au niveau d'un organe, c'est-à-dire qu'il va y avoir des signes de rougeur, de chaleur, d'édème, de l'enflure, de la douleur localisée et spontanée. La douleur neuropathique, c'est causé par une ou des lésions du système nerveux somatosensoriel. Je vais vous donner une image tantôt. Et la douleur dysfonctionnelle, il y a une erreur, causée par certains désordres physiologiques dans certaines maladies comme la fibromyalgie, le côlon irritable. Ça, c'est un ensemble de douleurs, d'inflammations. C'est vraiment des syndromes là, comme la fibromyalgie qui vont donner des douleurs chroniques et souvent à long terme. Alors, on peut passer à l'autre. L'origine de la douleur, toujours. Alors, c'est la différence entre les deux types de douleurs les plus fréquentes en sclérose en plaques. C'est-à-dire que souvent, les patients, quand ils vont appeler, ils vont voir, c'est souvent soit de la douleur nociceptive, c'est-à-dire, ou de la douleur neuropathique. Alors, je vous ai fait un tableau pour vraiment distinguer les deux. La douleur nociceptive, il va y avoir des stimulations causées par des blessures ou des maladies, des affections musculaires. Tandis que la douleur neuropathique, elle va avoir des douleurs provoquées par des lésions du système nerveux. C'est-à-dire comme en sclérose en plaques, s'il y a des lésions au niveau d'un nerf, bien, avec la réparation, des fois qui n'est pas totalement complète, il peut y avoir des fois des lésions, puis l'électricité aussi qui va moins bien se transmettre. Au niveau de la douleur nociceptive, on a les traitements antalgiques, c'est-à-dire l'acétaminophène, l'ibuprofène, les opioïdes, les narcotiques. Ça va être des traitements qui vont être efficaces pour le contrôle de la douleur nociceptive.
Tandis que la douleur neuropathique, ça va être les traitements antalgiques vont être inefficaces, c'est-à-dire que ça va nécessiter des médicaments anticonvulsivants, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui vont vraiment agir au niveau de la conduction au niveau du système nerveux. OK, la douleur nociceptive aussi, c'est de la douleur transitoire, localisée. Ça survient souvent au mouvement. Alors, souvent, moi, quand j'ai des patients qui appellent, je vais leur demander, ta douleur, elle s'exprime comment? Est-ce que ça s'exprime quand? Est-ce que ça arrive quand tu as des mouvements ou ça arrive quand tu n'as pas de mouvement? Alors, déjà là, moi, ça va m'orienter à savoir si c'est de la douleur nociceptive ou si c'est de la douleur neuropathique. La douleur reliée au nerf, c'est souvent la douleur reliée au système nerveux, mais ça va être souvent de la douleur qui va être constante, qui va s'exprimer de différentes façons. C'est-à-dire, soit ça peut être des fois des inconforts comme des engourdissements, ça peut être des chocs électriques. Je vais passer ça plus tard, après, dans les différentes diapos. Au niveau de la douleur nociceptive, on a l'examen neurologique est normal habituellement, tandis qu'avec la douleur neuropathique, l'examen neurologique va probablement être anormal aussi. La douleur nociceptive, d'un côté, c'est de la douleur aiguë qui peut évoluer vers une douleur chronique. Et tandis que la douleur neuropathique, c'est une douleur chronique avec beaucoup d'impact sur la qualité de vie. Alors, on peut aller à la suivante. Alors ici, on a une image qui décrit bien c'est quoi la douleur neuropathique au niveau de la sclérose en plaques. Alors, on voit un axone qui est vraiment avec la myéline qui est toute comme mangée là, au milieu. Et puis, on voit aussi que la douleur, ça peut s'exprimer à partir des muscles, c'est-à-dire, et ça s'en va dans la moelle épinière, qu'on voit là l'espèce de l'espèce de fer à cheval un peu en bas. Là, vous allez voir, ça, c'est la colonne vertébrale. La douleur, l'expression de l'influx nerveux va passer au niveau de la moelle épinière. Puis, s'il y a un obstacle, bien là, souvent, aussi, l'électricité passe moins bien. Alors, souvent, des fois, ça peut créer des symptômes de douleur, alors de différents types. Alors, 50% des personnes vivant avec la sclérose en plaques vont expérimenter de la douleur de type neuropathique au cours de leur maladie. Alors, ce n'est pas un symptôme qui est quand même rare, c'est un symptôme qui est quand même fréquent. Puis quand vous appelez soit l'infirmière en sclérose en plaques, soit votre neurologue, alors c'est important de bien décrire comment est votre douleur. Alors, on va revoir ça après avec les différentes diapos. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, des symptômes de douleur neuropathique, c'est quoi? Là, je vois que je n'ai pas mes images, je vois tous mes points. C'est de la décharge électrique, ça peut être des fourmillements, ça peut être de la brûlure, ça peut être des sensations de froid douloureux, ça peut être des picotements, ça peut être de l'engourdissement, ça peut être des démangeaisons, des intolérances, et ça peut aussi s'exprimer par des serrements. Alors, c'est des différents types de douleurs neuropathiques que les gens peuvent décrire. Alors, des fois, d'avoir des mots pour décrire de la douleur, c'est important pour, quand vous appelez, mettons, l'infirmière ou que vous décrivez votre douleur au neurologue, de bien décrire qu'est-ce que vous ressentez. Comme ça, nous autres, ça peut nous orienter et dire, OK, oui, ça, c'est de la douleur neuropathique ou ça, c'est un autre type de douleur, c'est-à-dire de la douleur plus musculo-squelettique ou nociceptive. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, la description de la douleur, moi, je m'attends, quand un patient m'appelle, je vais poser différentes questions. Je vais demander, bon, c'est quand ça arrive la douleur, le temps, c'est-à-dire le moment de la journée à laquelle ça arrive, décrire les heures à laquelle la douleur est présente, l'intensité, c'est-à-dire je vais demander à la personne de me décrire, bon, sur une échelle de 0 à 10, décris-moi l'intensité de la douleur, c'est-à-dire 10, c'est vraiment intense, puis 0, c'est pas de douleur du tout. Alors, moi, ça me donne une idée un peu dans quelle gradation que la douleur est et de quelle intensité. Il y a l'échelle numérique, c'est l'échelle la plus souvent utilisée en télémédecine. La localisation, c'est-à-dire où sur le corps que la douleur se manifeste. Et aussi, j'aime ça quand on m'indique quelle partie du corps est impliquée. C'est-à-dire de me dire là où ça va, des fois parce qu'on peut avoir des radiations au niveau de la douleur, c'est-à-dire que la douleur va se diriger, mettons, du coude, aller jusqu'au poignet, puis ensuite à la main. Alors, c'est important de savoir toutes les régions dans lesquelles la douleur se prononce. Alors, les types de douleurs, ce que je viens de décrire tantôt, là, toutes les façons de décrire la douleur, c'est-à-dire les symptômes expérimentés, la description des symptômes, la liste des symptômes,
et aussi les autres types de symptômes associés. C'est-à-dire, y a-t-il des crampes, y a-t-il d'autres symptômes qui peuvent être associés avec la douleur neuropathique que vous avez? Alors, on peut passer à la suivante. Ici, je vous ai mis une image de la douleur des dermatomes. C'est-à-dire que souvent, quand les gens vont nous dire « OK, j'ai un peu de douleur, je ne sais pas moi, au niveau de la cuisse en arrière », alors ça peut nous dire quel nerf est impliqué. Et puis aussi, si ça va d'un nerf à l'autre ou si ça va d'une région à l'autre, à ce moment-là, on peut dire, bon, OK, le nerf cervical, je ne sais pas moi, le nerf C2, C3, parce que tout le système nerveux possède des dermatomes. C'est-à-dire qu'on est capable de localiser de où provient la douleur et de où l'origine vient dans le système nerveux central. Alors, ça vous donne une idée un peu là, de comment on va disposer comment on peut localiser la douleur. On peut passer à la suivante. Alors, les traitements médicaux de la douleur neuropathique, alors j'ai inscrit certains médicaments, c'est-à-dire qu'on va traiter avec des classes. Là, j'ai mis les classes de médicaments, mais pas les noms de médicaments. Alors, on peut prescrire du gabapentinoïde, des antidépresseurs tricycliques, des anticonvulsivants et des antiépileptiques, des inhibiteurs de la capture de la sérotonine et de la noradrénaline, des inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Ça, c'est souvent des antidépresseurs que souvent les neurologues vont prescrire pour le type de douleur que vous avez. On peut servir aussi des cannabinoïdes. On peut aussi ils peuvent prescrire aussi d'autres antidépresseurs, des anesthésiques locales comme de la lidocaïne topique à 10%, des relaxants musculaires, de la kétamine, la méthadone aussi, qui peuvent être prescrits pour la douleur neuropathique. On peut changer de... Il y a des traitements non médicamenteux. Alors, j'ai fait une liste. Je ne les connais pas tous. Alors, je ne suis pas une experte là, dans le traitement de la douleur non médicamenteuse. Mais quand même, je vous ai mis les traitements physiques. Alors, l'ODP, c'est les ondes dynamiques profondes. Le TENS, c'est l'électrostimulation. Il y a la cryothérapie, l'action analgésique du froid, ralentit la conduction nerveuse et augmente le seuil des récepteurs de la douleur. La rééducation cérébrale, c'est-à-dire avec le neurofeedback, qui vise à ramener l'activité cérébrale dans les zones moins actives. Ça se fait souvent avec des EEG aussi. Le RTMS, c'est-à-dire la technique de neuromodulation non invasive pour stimuler certaines zones du cerveau. Et aussi le TDCS, c'est la stimulation cérébrale transcrânienne à courant direct, qui utilise des courants électriques. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, il y a des infiltrations aussi qui peuvent être données, des injections d'analgésiques ou corticoïdes qui peuvent aider. Le kété périnerveux, c'est un genre de cathéter qu'on peut rentrer au niveau du nerf pour injecter des analgésiques. Il y a de la radiofréquence qui utilise la chaleur pour créer des thermolésions au niveau des nerfs qui génèrent de la douleur. Et de la stimulation périphérique, c'est-à-dire l'utilisation de stimulus électriques de faible intensité afin de bloquer la transmission nerveuse. La stimulation médulaire, ça c'est un autre genre de stimulation électrique. Et puis le DRG, la stimulation des ganglions rachidiens. Ça, c'est une partie du système nerveux qui va faire en sorte que souvent, il va y avoir une transmission au niveau des autres nerfs et au niveau des muscles aussi. La drésotomie, ça, c'est assez rare, c'est une neurochirurgie, c'est-à-dire qu'ils vont au niveau de la corne dorsale, dans la moelle épinière. Ils vont aller faire des petites... ils vont aller sectionner les nerfs impliqués dans la transmission de la douleur. C'est assez rare, ça, qu'ils font ça, mais souvent, ils vont le faire aussi avec du gamma-nerf. Il y a des pompes intratécales, ça, on en a déjà parlé dans la présentation pour la spasticité. Et puis, des pompes qui distribuent des relaxants musculaires ou encore des analgésiques en continu. Alors, je pense que... Il y a aussi d'autres traitements médicamenteux. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, c'est-à-dire c'est une technique qui agit sur le corps et le mental afin d'agir sur la douleur grâce à des techniques de respiration, des contractions musculaires et images mentales. Il y a l'auriculothérapie, il y a les dérivés de l'acupuncture afin de stimuler certains points nerveux du pavillon de l'oreille. Ça, c'est souvent avec
C'est une technique spéciale. Le TCC, ça, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui peut être utilisée pour la régulation des liens entre les pensées, les émotions et les comportements, c'est-à-dire au niveau émotionnel, pour apprendre à mieux vivre avec la douleur qui peut être chronique. La réflexologie, c'est une technique de stimulation du corps par des massages des pieds. Il y a l'acupuncture aussi, la stimulation au niveau des méridiens du corps grâce à des aiguilles. Il y a l'art-thérapie, c'est une démarche d'accompagnement psychologique grâce à la fabrication d'images et d'art, et la physiothérapie, les exercices, les manipulations, afin de soulager la douleur. Alors, ça donne quelques pistes. Des fois, quand la médication ne marche pas, on peut toujours aller vers ces techniques-là. Alors, j'avais mis mes références, mais là, je vois qu'ils ne sont pas là. Alors, c'est ça. Alors, moi, ma présentation est terminée. Si vous avez des questions, on peut répondre aux questions. Merci beaucoup, Judith. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est important aussi quand tu disais de bien expliquer la douleur, c'est vrai que si un patient appelle à la clinique, fait juste dire « j'ai mal », c'est un petit peu difficile. Souvent, un truc qu'on donnait aux gens, c'est que si vous prenez des analgésiques standards, puis que ça ne vous soulage pas, des fois, c'est peut-être un petit indice que c'est une douleur d'origine neuropathique. Et souvent, je l'ai marqué dans la boîte de clavardage tout au long de la conférence. Peu importe les médicaments que vous prenez, des fois, ça vaut la peine de consulter votre pharmacien parce qu'il existe parfois des interactions médicamenteuses qui peuvent soit vous occasionner de l'insomnie, soit vous occasionner des troubles urinaires. Isabelle en a parlé. Tout ça, je pense que c'est important. Je vais avoir le temps de vous soumettre la petite question que je n'ai pas dit entre la 2e et la 3e conférence. La période des impôts va commencer bientôt. Là. Les gens nous demandent souvent, est-ce que je peux avoir un crédit d'impôt pour personnes handicapées? La réponse est oui et non. Non, le simple fait d'avoir un diagnostic de sclérose en plaques ne vous rend pas admissible à un crédit d'impôt. Il existe un formulaire qui est vraiment très détaillé. Il faut que l'invalidité soit 12 mois consécutifs. Il faut vraiment qu'il y ait soit une grosse difficulté à la marche, soit une faiblesse au niveau d'un bras, soit que ce soit au niveau d'entendre, marcher, parler, s'habiller. C'est vraiment très, très bien décrit. Fait que souvent, le comptable va vous dire « Oui, tu as le droit à un crédit d'impôt, vous avez un examen neurologique normal. » Fait que je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de patients que ça les choque, ils nous envoient un formulaire, on leur dit « On ne peut pas vous le remplir. » Il y a vraiment des critères très spécifiques, autant au fédéral qu'au provincial. Fait que regardez le formulaire, vous allez voir, vous allez être capable de constater par vous-même si vous y avez droit ou pas. Puis si vous y avez droit, mais vous postez votre formulaire, puis votre neurologue pourra le remplir. Merci beaucoup, les filles. J'aimerais savoir s'il y a d'autres questions avant qu'on... Et les gens, on a répondu dans la boîte de clavardage, mais je vois OK. Merci beaucoup pour l'information. L'autre chose que je voulais ajouter par rapport on n'a pas parlé des troubles, les troubles de constipation puis d'incontinence, faute de temps, mais ça aussi, il existe beaucoup de choses. Isabelle a parlé de la compagnie Coloplast. Il y a beaucoup de médicaments qui existent. Vous pouvez demander conseil à vos infirmières de clinique ou même à votre médecin de famille. Il y a des solutions qui existent là, vraiment pour essayer d'atténuer ou de régler ce problème-là. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Nathalie? Non, pas vraiment. Non? Non, pas vraiment. Puis peut-être juste vite là, dans ce que tu disais aussi pour le crédit d'impôt, ça peut être un impact à 90% du temps dans une sphère en particulier, mais en particulier en sclérose en plaques, ça pourrait être une accumulation de problèmes. Donc, pas nécessairement un seul problème qui impacte énormément, mais s'il y a 2-3 problèmes qui causent un mauvais fonctionnement au quotidien, l'accumulation de ces problèmes-là pourrait être considérée. Là. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Là. Oui, puis ce qui est important aussi dans la définition, ils disent que vous êtes incapable, même à l'aide. Il y a quelqu'un qui marche avec une canne, mais est capable de marcher 5 km, à l'aide de sa canne, il est capable de pallier. Il dit, c'est même si à l'aide de votre aide technique, vous êtes incapable d'accomplir, là, vous pouvez répondre à des critères. Mais c'est vraiment, c'est du cas par cas, puis c'est important de discuter de ça avec votre médecin ou votre infirmière de clinique. Oui. Fait que je vais laisser, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser le mot de la fin à Nathalie, qui avait quelques petits mots à vous dire. Fait que Nathalie, je te cède la parole. Bon, bien, merci beaucoup. Fait qu'on va finir notre soirée en vous disant que
On doit terminer cette présentation en vous annonçant que nous sommes vraiment désolés, mais nous devons là, vous informer que nous allons devoir là, cesser les présentations de notre petit regroupement Accès SP. Nous tenons à remercier la Société canadienne de la sclérose en plaques de nous avoir soutenus et accompagnés de façon exceptionnelle dans ce projet. Nous tenons à vous faire savoir qu'au départ, le tout a été créé et inspiré en considération de vos besoins que l'on constatait en clinique et votre désir de mieux connaître votre maladie, mais aussi pour vous permettre d'être un membre actif dans la prise en charge optimale de cette maladie. Vous êtes vraiment inspirant. Quand on parle de nos patients, c'est notre inspiration, là. Ça c'est certain. Et vous nous donnez la force et le désir d'aller plus loin dans la création des services aux patients, particulièrement pour ceux qui n'ont pas la chance ou la possibilité d'avoir accès à des cliniques spécialisées. Merci à vous de nous avoir soutenus pendant ces 2 dernières années en étant présents lors de nos conférences. Nous souhaitons que cette initiative saura inspirer d'autres personnes et que nous verrons surgir dans le futur d'autres programmes créés par d'autres intervenants qui ont à cœur l'amélioration des soins, des services, ainsi que la volonté de donner accès à plus d'informations et d'enseignements à cette belle communauté qui entoure la sclérose en plaques. Alors, puis ça, toujours, selon moi, en collaboration avec la société, parce que je pense qu'il faut toujours travailler en collaboration avec, si tous les services s'unissaient pour donner des meilleurs services, bien, peut-être que ça serait plus rentable aussi là, dans le futur. Oui. Puis si je peux ajouter aussi, je pense que c'est important. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui se manifeste par une multitude de symptômes. Vous voyez, ce soir, on a parlé juste 3. On peut en faire 30, 40. Puis ça varie d'un individu à l'autre. C'est la même personne. Fait que mieux vous apprenez à apprendre à connaître votre maladie, vos symptômes, mais plus c'est facile pour les professionnels de la santé de prendre soin de vous et de mieux vous soigner. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin d'année. Puis prenez soin de vous. Puis au plaisir. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura de nouvelles jeunes infirmières qui vont prendre la relève. Je tiens à souligner, je prends aussi l'opportunité de remercier mes 4 collègues. C'était vraiment belle fun de travailler ensemble. Avec Nathalie, Judith et Isabelle, merci beaucoup. Merci à la Société. Et n'oubliez pas que toutes nos conférences qu'on a faites depuis 2 ans sont disponibles sur YouTube. Un gros merci. Merci tout le monde. Merci à la Société. Merci, bye bye. bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye.